Tullard. Bonjour. Je suis ravi vraiment de vous recevoir pour Hérodote.net. Alors, est-ce qu'il est vraiment important de vous présenter? Vous êtes l'un des plus grands spécialistes, si ce n'est le plus grand en France, de Napoléon, du cinéma, des pieds nickelés et de toute la légende napoléonienne. On avait très envie aujourd'hui de parler de Napoléon à Sainte-Hélène. Dans quelles conditions est-il parti? Et rappelez peut-être dans quelles conditions est la France à ce moment-là. Alors, évidemment, on va accabler la perfide Albion en déclarant que les Anglais, sans souci de respect de la personne de Napoléon, l'ont immédiatement déporté à Sainte-Hélène, sans lui permettre même de poser un pied sur le sol anglais. Ce qu'il croyait, lui Oui. s'attendait certainement. Il a oublié une chose, c'est qu'au Congrès de Vienne, quand il rentre en France, le Congrès de Vienne, où l'ensemble des puissances européennes sont réunies, le met hors la loi. Un peu comme Robespierre, rappelez-vous, 9 Thermidor, mis hors la loi. Cela signifie que les puissances européennes ne considèrent plus Napoléon comme un chef d'État normal. Il est hors des lois, et d'ailleurs, Blücher annonce que si, à Waterloo, il l'avait fait prisonnier, il l'aurait fait fusiller, et effectivement, il pouvait le faire. Donc les Anglais choisissent la déportation, ils pouvaient l'emprisonner, ils pouvaient le pendre, enfin, il était hors la loi. Ils choisissent cette solution qui va permettre à Napoléon de vivre encore jusqu'en 1821, dans une île évidemment très éloignée de l'Europe, d'où il est très difficile de s'évader, et dans des conditions extrêmement difficiles. Je dépeins toujours Sainte-Hélène et Longwood sous un jour apocalyptique, et il me souvient que lors d'une croisière à Sainte-Hélène, après avoir dépeint ces conditions apocalyptiques, nous arrivons à Sainte-Hélène, soleil radieux. Et nous marchons vers Longwood. Le consul avait aménagé une plate-bande de fleurs et quelqu'un dit « Ah, j'en ferai bien ma résidence secondaire ». Eh bien, malgré tout, une résidence secondaire à Longwood, ce n'est pas l'idéal. La preuve en est. Les vents sont tellement violents qu'on n'a pas pu construire un aéroport, tellement la violence, la dureté du climat empêche littéralement les possibilités d'atterrir normalement à Sainte-Hélène. Et non seulement d'atterrir, mais d'amérir, puisque pratiquement aucun bateau ne peut aborder à Sainte-Hélène. Il faut y aller en chaloupe, les bateaux s'arrêtent avant, et c'est un ensemble impressionnant de rochers. Je souhaite véritablement qu'il n'y ait pas d'aéroport à Sainte-Hélène, car les gens ne se rendront pas compte de ce qu'est Sainte-Hélène en arrivant, en atterrissant sur Sainte-Hélène. Il faut voir Sainte-Hélène de la mer, c'est impressionnant. C'était vraiment un endroit admirablement choisi par les Anglais. Quel est le statut de Longwood aujourd'hui? Est-ce que c'est un territoire français ou est-ce que c'est toujours un territoire anglais? C'est territoire anglais, bien entendu, mais c'est simplement la Longwood a été extraterritorialisée pour les Anglais, et donc c'est une constitution française, drapeau français flotte. Et dans un état encore aujourd'hui pas très... Je crois que la France a besoin de remettre un petit peu en état, je crois. Alors il faut rendre hommage à la Fondation Napoléon qui, avec Thierry Lance et le prince d'Essling, ont réuni par appel de fonds une somme importante pour restaurer l'ensemble. Car effectivement, tout est rongé par les termites et la maison qu'avait pu... où avait logé d'abord Napoléon, a été complètement mangée par les termites. Et donc Longwood même est une résidence qui a été très réaménagée, qui n'est plus tout à fait celle d'origine. D'accord. Donc on revient sur le bateau, le Bellérophon. Oui. Et, non, le Northumberland. Oui, le Bellérophon, c'est celui qui l'emmène d'abord en Angleterre. Le Northumberland, donc, s'en va. Est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit était Napoléon sur le bateau qui l'emmenait donc à Sainte-Hélène, et avec qui il est? Parce qu'il ne part pas tout seul, en fait. Non, alors il ne part pas tout seul, il ne part pas non plus sans bagage, car il aura à Sainte-Hélène sa vaisselle, il aura un certain nombre de souvenirs de sa grandeur passée, et il y a un certain nombre de compagnons qui sont avec lui. Il a d'ailleurs une maison avec un cuisinier, avec valet de chambre, avec le garde du corps, le Mamelouk Ali, et il a un entourage
de ce qu'on peut appeler les 4 évangélistes de Sainte-Hélène, c'est-à-dire Lascaz, Montelon, Gourgaud et Bertrand, qui sont les 4 qui vont laisser des témoignages sur cette captivité. Il n'est pas profondément déprimé, il a été surpris, pensait qu'il allait se retirer en Angleterre. Il a choisi la solution anglaise de préférence à la solution américaine, car il avait quand même des possibilités de se réfugier aux États-Unis, mais il a cru en la générosité anglaise. Mais encore une fois, on ne peut pas accabler l'Angleterre. Napoléon a été mis hors la loi par les puissances européennes, au Congrès de Vienne, l'ensemble des puissances européennes. Donc, il est un peu surpris, mais longtemps, jusque précisément à la mort de la princesse héritière, il a cru qu'il reviendrait de Sainte-Hélène. C'est à partir de 1818 qu'il commence à ne plus croire à son retour et demeure convaincu à ce moment-là qu'il va mourir à Sainte-Hélène. Mais longtemps, il a pensé qu'il reviendrait. Si on reprend le titre de la pièce de théâtre de Briseville, est-ce qu'il se dit « j'ai une dernière salve à jouer » ? Oui. Alors, c'est peut-être pas au début, peut-être pas quand il embarque sur Northumberland, mais il est évident que c'est la dernière bataille de Napoléon et c'est celle qu'il va gagner. Il va la gagner avec un livre qui est fondamental, qui est le livre le plus lu au XIXe siècle, que vous trouvez dans toutes les collections littéraires, la Pléiade, les classiques Garnier, l'intégrale du Seuil, il est partout, et les collections bouquins, où je l'ai présenté. Donc, c'est le livre le plus lu, le plus commenté, celui qui fixe l'image définitive de Napoléon. C'est le mémorial de Sainte-Hélène, le mémorial de Sainte-Hélène que l'on dit le mémorial de Napoléon. En réalité, Napoléon, il y est pour beaucoup, mais il n'y est pour rien en même temps, puisque en réalité, c'est un livre de Lascaz. Quand il arrive à Sainte-Hélène, il ne sait pas encore du tout comment ça va tourner. Il ne connaît pas Sainte-Hélène. Il y a simplement ce texte prémonitoire où, sur la géographie de la Croix, quand il faisait des lectures comme jeune officier, il a écrit sur un cahier, ça c'est authentique, nous l'avons, Sainte-Hélène, petite île. Mais c'est tout ce qu'il sait de Sainte-Hélène. Il savait à l'île d'Elbe qu'on avait Talleyrand, notamment, avait murmuré qu'il serait peut-être mieux dans une île plus lointaine et Sainte-Hélène conviendrait très bien, mais il ne connaît rien de Sainte-Hélène, il ne connaît rien de ceux qui vont le garder, puisque Sunlo n'est pas tout de suite à Sainte-Hélène, il n'arrive qu'après. Et donc, c'est à un moment donné, quand il se rend compte qu'il va être difficile de revenir de Sainte-Hélène, qu'il va jouer sa dernière bataille, c'est-à-dire qu'il va transformer cette captivité, qui encore une fois, il y a pire, cette captivité, il va la transformer en martyr. Et il va la transformer en martyr grâce à l'imbécilité d'Hudson Lowe, qui est, l'imbécilité c'est peut-être très dur, qui est un geôlier rigoureux, qui est un geôlier, il faut bien le comprendre, qui a peur que Napoléon s'évade, car il s'est quand même évadé de l'île d'Elbe. Bon, on ne sait jamais avec Napoléon, c'est une responsabilité terrible. Et donc Hudson Lowe est en transe. Tous les soirs, il s'endort en se demandant si Napoléon ne veut pas s'évader dans la nuit, ce qui était extrêmement difficile, sinon impossible. Donc, il va transformer cette captivité en un martyr, volontairement. C'est-à-dire que Hudson Lowe entre naïvement, bêtement dans son jeu. Il va transformer les quelques exigences de Hudson Lowe en de véritablement tyrannie, despotisme, et il le dit, si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. C'est ça. Et il dit, le martyr me dépouille de ma peau de tyran. Donc il y a là, à Sainte-Hélène, une comédie qui va être organisée en transformant Hudson Lowe, un geôlier, mais qui est un personnage, donc, en bourreau et lui en victime. Et il va donner l'image de Prométhée sur son rocher, cloué sur son rocher, prisonnier de la Sainte Alliance, c'est-à-dire des dieux. Et donc, il va, par cela même, séduire les romantiques, tous ces jeunes gens qui vont lire ensuite le récit de sa captivité dans le mémorial,
et vont être bouleversés par le fait d'un homme qui réfléchissait, accouché aux Tuileries, accouché au Kremlin, accouché à Potsdam, accouché à Schönbrunn, accouché à l'Escorial, et qui se retrouve dans cette baraque de Longwood. Donc c'est vraiment Prométhée, les gens sont fascinés. Et c'est là où Lascaz va jouer le rôle déterminant avec le mémorial. Alors, l'idée vient de qui d'écrire ce mémorial? Est-ce que c'est Napoléon lui-même ou est-ce que c'est une idée de Lascaz? Non, c'est Lascaz. C'est Lascaz lui-même. Lascaz est un homme, un courtisan très habile, qui, on peut rappeler son passé. Il a été officier de marine, donc il sera très à l'aise sur le Northumberland déjà. Et il était officier de marine, il a émigré, puis en émigration il a connu de grandes difficultés, mais il a déjà publié un livre, un atlas historique, généalogique et chronologique, qui a été un grand succès de librairie. Vous voyez, c'est avant le Larousse, c'est un ouvrage de vulgarisation qui marche très bien. Et donc il est remarqué, il rentre d'émigration, et il va d'abord être chambellan de Napoléon, puis il sera même au Conseil d'État comme maître des requêtes. Donc c'est quelqu'un qui s'insinue progressivement auprès de Napoléon et qui va, quand Napoléon part pour l'exil, va s'efforcer, va se précipiter. Pourquoi se précipite-t-il auprès de Napoléon pour le suivre dans l'exil? Parce qu'il a déjà, il le dit d'ailleurs, l'intention d'écrire un livre sur cet exil. Donc c'est lui, c'est pas Napoléon qui le choisit, c'est lui qui s'impose, comme d'ailleurs Gourgaud, comme d'ailleurs tous ceux qui vont suivre Napoléon. Mais certains le font par fidélité. Lascaz le fait avec déjà l'arrière-pensée de faire un livre. Ça, c'est incontestable, il le reconnaît lui-même. Et lorsque ce livre est fait, au bout de 13 mois, eh ben, il n'y a plus de raison qu'il reste à Sainte-Hélène. Pourquoi partir? C'est pénible, Sainte-Hélène, le climat est pénible, on mange mal, bon, il n'y a pas beaucoup de distractions, il n'y en a même aucune, donc pourquoi resterait-il? Le livre est fait. Et donc, j'allais dire, il part avec le livre. Non, il ne part pas avec le livre, il part sans le livre. Mais le livre est fait, et donc ce n'est pas Napoléon qui décide de la naissance du mémorial, c'est Lascaz lui-même. Et beaucoup de mots qui sont prêtés à Napoléon sur cette mise en scène du martyr sont des mots de Lascaz. D'accord. Comment ça se passait? Il y avait des discussions entre eux, il y avait... Alors, il y a, à bord du Northumberland, Lascaz se glisse merveilleusement, lui, il n'a pas le mal de mer, et donc il va s'approcher de Napoléon et progressivement l'amener à écrire ses mémoires. C'est l'idée de Napoléon d'écrire ses mémoires, de dicter ce qui s'est passé. Ça, c'est une idée de Napoléon qu'encourage Lascaz, et donc les premières dictées commencent avec Lascaz. Il y aura d'autres dictées ensuite à Sainte-Hélène, qui seront faites avec notamment Gourgaud et Montelon, ce qui vous montre que Lascaz est un excellent écrivain qui a sa place dans la bibliothèque de la Pléiade, à côté de grands écrivains, parce que, bon, il sait mettre en scène, il sait écrire ce qui s'est passé à Sainte-Hélène. Donc quand Lascaz part de Sainte-Hélène, donc rentre en Europe, il part sans ses notes, c'est ça? C'est Hudson Law qui les récupère, c'est ça? Qui les Alors, confisque, au bout de 13 mois, Lascaz pense qu'il n'a plus grand-chose à dire sur Napoléon, enfin le livre est fait. Il y a une affaire très trouble, alors qu'il y avait des correspondances secrètes et autres, il se laisse bêtement prendre en confiant une lettre imprudente à un mulâtre. Que s'est-il passé exactement? Est-ce une imprudence volontaire? En tout cas, Hudson Law intercepte la lettre, Lascaz est arrêté puisqu'il est dans une totale illégalité, il est mis à l'écart, quasiment emprisonné, et il déclare je ne peux pas continuer comme ça, je rentre. Et Napoléon lui-même a été surpris, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de complot véritable. Hudson Law lui-même était un peu surpris, non, il dit je rentre. Mais il rentre sans ses notes, sans ses papiers. Je crois qu'il était avec son fils d'ailleurs sur l'île, ils sont arrivés, il n'était pas tout seul. Il a son fils, il a laissé son épouse malade, il est venu avec son fils, il rentre avec son fils, et il ne rentre pas tout de suite d'ailleurs, il est en quarantaine au Cap, il va rentrer
en Angleterre, et bon, il va connaître une période difficile avant de récupérer tous ses papiers. C'est-à-dire que le mémorial ne sortira qu'en 1823, 2 ans après la mort de Napoléon. Il y a eu d'autres mémoriaux qui sont sortis avant celui de Lascaz. Oui. Cahiers de Bertrand, je crois. Non, non, pas les cahiers de Bertrand sont posthumes. Non, sont sortis le témoignage d'Oméara, le médecin, qui s'appelle Voix de Sainte-Hélène, qui déjà fait parler Napoléon. Et Lascaz a senti le danger, c'est pour ça qu'il accélère en sortant en 1823 le mémorial de Sainte-Hélène, qu'on publiera souvent avec à la suite Oméara et Antomarchi. Les autres mémorialistes, celui qui sortira ensuite, c'est Montelon, mais beaucoup plus tard, en 1840. Montelon a compris devant le succès du mémorial qu'il fallait faire ce qu'il appelle les récits de Sainte-Hélène, mais qui sont écrits après coup. Il n'avait pas de notes, il n'avait rien, et c'est pas du tout, c'est pas sûr. Et puis Gourgaud laisse un journal qui sera publié notamment par Octave Aubry. Et puis le seul véritablement témoignage sur Sainte-Hélène authentique, c'est celui de Bertrand. C'est des cahiers de Bertrand qui ne sont publiés qu'après la Seconde Guerre mondiale. Pas de façon parfaite, parce que les cahiers de Sainte-Hélène de Bertrand étaient codifiés, étaient masqués, c'est-à-dire qu'il y a une écriture secrète. Et donc il a fallu la déchiffrer. C'est Fleuriot de Langle qui s'y est attaché, qui n'a pas très bien... Enfin, il a pas mal réussi, mais il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé, il a commis des erreurs, etc. Nous n'avons pas encore exactement les cahiers de Bertrand, mais là, c'est un témoignage sûr, parce que Bertrand, tous les soirs, rentre, note et en écriture codée les propos de Napoléon. Et effectivement, comme ils ne sont publiés que beaucoup longtemps après, on ne peut pas dire qu'il fait une opération de librairie. Bertrand, c'est le témoignage. Et c'est là où, par exemple, vous avez, à mon sens, on a beaucoup glosé sur les sentiments religieux de Napoléon. Il y a le 1er mai, il va mourir le 5, il y a, Bertrand note, l'empereur semble dire, après, il n'y a rien. Ce qui vous montre ses sentiments religieux. Il aura l'extrême-onction, mais alors est-ce que Bertrand note ça? On va toujours gloser. Je pense que c'est authentique, mais il dit simplement semble, dans la mesure où, au fond, l'entourage de Napoléon, les généraux de Napoléon, ne voulaient pas qu'il revienne à la religion chrétienne. Donc, il ne fallait pas. L'extrême-onction les choque, parce que, n'oubliez pas, l'armée de Napoléon, c'est l'armée de la Révolution, donc elle est anti-religieuse. Donc, en tout cas, Bertrand, c'est du sûr. Lascaz, évidemment, nous allons y revenir. Lascaz, lui, c'est autre chose. C'est une opération de librairie. À Sainte-Hélène, ils avaient connaissance de l'opinion publique, si on prend un anachronisme, de ce qui se passe en France. Alors, ils n'ont, dans la mesure où on reçoit des nouvelles, où il y a des lettres quand même, et il y a les journaux. On reçoit le Moniteur, Donc, Napoléon sait ce qui se passe. Mais lorsqu'il meurt en 1821, il y a la chute de l'Empire en 1815, il n'y a pas eu encore ces transformations de l'Europe qui conduisent à un mouvement libéral très fort et à un mouvement des nationalités qui va éclater en 1830. Ce qui fait que lorsque Lascaz, lui, écrit le mémorial, lui, il sait qu'il y a ce mouvement. Il le sait parce qu'il est rentré en Europe, parce qu'il observe cela. Et donc c'est le grand problème, la grande énigme, du mémorial de Sainte-Hélène que vient de soulever M. Thierry Lens en retrouvant ce qu'il appelle le manuscrit original de Sainte-Hélène, du mémorial, c'est de savoir ce que Lascaz a ajouté et s'il l'a ajouté de lui-même ou si c'était vraiment des propos de Napoléon. Alors, effectivement, le texte original qu'a retrouvé M. Thierry Lens, tout récemment, qui vient d'annoncer
notamment dans un numéro du Figaro, c'est un texte beaucoup plus court que le mémorial, et où il n'y a pas certains des grands propos de Napoléon. Donc, le mémorial, à l'origine, aurait été quelque chose de beaucoup plus banal, de moins percutant. Alors, deux explications possibles. La première, c'est que, à Sainte-Hélène, sur ce manuscrit qui a été confisqué par les Anglais, Lascaz s'est bien gardé de rapporter ses propos de Napoléon en faveur du mouvement libéral, en faveur des nationalités, parce que, évidemment, les Anglais l'auraient empêché de circuler. Donc, la meilleure preuve en est, c'est que Bertrand, lorsqu'il prend des notes, les codes, les chiffres. Donc, c'est une écriture chiffrée. Donc, on se méfiait, on savait très bien qu'on était espionné par les Anglais. Donc, il est normal qu'un certain nombre de propos de Napoléon, notamment les idées sur la Révolution française, dont il se fait le défenseur, tout cela n'ait pas été dans le manuscrit qu'a retrouvé Thierry Lance et son équipe. La deuxième explication, c'est que, ce qui me paraît la solution la plus probable, mais je n'en sais rien, c'est que Lascaz les a forgés et a fait ce que j'ai dit dans la préface de l'édition du Mémorial de Sainte-Hélène de l'intégrale du Seuil, un chef-d'œuvre de propagande. C'est-à-dire que Lascaz rentre et il va précisément. Lui, il est rentré en 1816. Le mémorial ne sort qu'en 1823. Donc il a pu voir l'évolution de l'Europe et il comprend très bien que si l'on prête à Napoléon des idées libérales, des idées favorables aux nationalités, ça va marcher. Alors on me dirait, mais pourtant, Napoléon libéral, Napoléon champion des nationalités, mais oui, il est prisonnier à Sainte-Hélène de la Sainte-Alliance, il est prisonnier du tsar Alexandre, il est prisonnier de Metternich, de ceux qui persécutent précisément les libéraux et les champions des nationalités. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas le champion de ces nationalités. Donc, Lascaz utilise le mémorial de Sainte-Hélène comme un instrument de propagande en faveur de qui? Parce que Napoléon est mort. En faveur de Napoléon II, en faveur du duc de Reichstadt. Et voyez comment, précisément, le mémorial de Sainte-Hélène est à la fois prophétique, on dit Napoléon est admirable, il prévoit tout ce qui va se passer, mais il est mort. Et c'est Lascaz qui voit ce qui se passe, et Lascaz travaille pour Napoléon II. Et lorsque vous voyez la réaction de Stendhal devant le mémorial de Sainte-Hélène, Stendhal, qui est un libéral, qui au fond au début n'aimait pas Napoléon, s'enthousiasme pour le mémorial. Et quantité de jeunes gens, de Hugo, tous les romantiques, vont s'enthousiasmer, car non seulement il y a ça, non seulement il y a le martyre de Napoléon à Sainte-Hélène, mais il y a aussi le fait que Napoléon parle de sa gloire, des batailles qu'il a remportées, du code civil qu'il a rédigé, des élites qu'il a... Alors que qu'est-ce qu'il y a sous la Restauration? Il n'y a plus rien. Il y a la pénible expédition d'Espagne avec la prise du Trocadéro, exploit très limité. Et quand Chateaubriand se vante en déclarant « Moi, j'ai réussi la guerre d'Espagne », évidemment, c'est plus du tout la même guerre. Car lui, il s'appuie sur le peuple, il s'appuie sur les autorités. Alors, et face à quelques militaires sympathiquement révoltés, puisqu'ils sont libéraux, contre la dictature de Ferdinand VII. Donc, mais vous voyez que c'est la gloire militaire qui fait rêver quand vous lisez Musset, Confession d'un enfant du siècle, quand vous lisez Servitude et grandeur militaire de Vigny, quand vous lisez Barbé d'Orvilly, etc. Tous disent « Ah, mais nous arrivons dans un moment où la France remet l'épée au fourreau. Nous ne pourrons pas connaître cette gloire qu'ont connue nos pères. » Et Hugo le Premier, qui tout à coup s'enthousiasme pour son père, le général Hugo. Donc le mémorial de Sainte-Hélène a une triple action. Il dépeint le martyre de Napoléon, mis en scène effectivement par Lascaz et par Napoléon. Il dépeint
la gloire militaire passée, par contraste avec l'époque que vivent à ce moment-là les romantiques, et il montre en Napoléon le champion des libertés et des nationalités au moment où la Sainte Alliance fait tomber une chape de plomb sur l'Europe. Voilà le succès du mémorial de Sainte-Hélène. Et, à mon sens, je crois qu'il est plus dû peut-être à Lascaz qu'à Napoléon lui-même. Oui, ça a du sens. Donc il n'y a pas de message, j'allais dire, caché de Napoléon à destination des Anglais dans le mémorial. Non, non, mais le mémorial se présente comme un journal quotidien, tous les jours, et les autres aussi, notent ce qui s'est passé. Et simplement, le mémorial est beaucoup plus percutant, beaucoup plus vivant, parce qu'on rapporte les propos de Napoléon. Et Lascaz est en droit de les rapporter, puisqu'il est là, à Longwood. D'une part, lui, il vit plus près que Bertrand, par exemple, qui est plus loin. Et puis, il y a les dictées de Napoléon. Napoléon dicte. Donc, tout cela se tient parfaitement. Simplement, Lascaz, c'est qu'une année, c'est 13 mois. Tandis que Bertrand, il ira jusqu'au bout. Bien sûr. On connaît la vie quotidienne de Napoléon, quasiment jour par jour, on sait tout ce qu'il faisait. Je voulais faire une édition que je n'ai même pas pu faire dans la collection bouquins, qui a été plus limitée. Je voulais faire jour par jour les 4 évangélistes, oui, en montrant lundi il pleut, jeudi un soleil radieux, etc., pour montrer les contradictions. C'est un travail. Il y avait simplement des problèmes de droit. Vous ne pouvez pas. Les cahiers de Bertrand ne sont pas dans le domaine public. Donc j'ai eu des problèmes, beaucoup de problèmes, un peu pour Gourgaud aussi. Donc on n'a pas pu faire, mais maintenant je pense que le temps passe. Ce qui serait intéressant, c'est de refaire jour par jour, non seulement les 4 évangélistes, mais aussi Ali et Marchand. Alors bien entendu, souvent c'est un peu général, ils ne disent pas, mais enfin, voir jour par jour tous les témoins, et ce serait intéressant, ça vous permettrait de confronter et de voir celui qui est le plus sûr peut-être entre ces mémorialistes. Mais donc nous savons tout de la cuisine, de la façon dont manger, nous savons tout de la vie quotidienne, du billard, des lectures de Napoléon, puisqu'on a l'inventaire de sa bibliothèque. Il y a une bibliothèque à Longwood, des livres arrivent, envoyés par les Anglais, et le soir, on commente une tragédie de Corneille, une tragédie de Voltaire, donc on parle beaucoup, et c'est là que Napoléon se confie. Et il est probable que ces confidences sont en général souvent authentiques. Il est peu probable que Lascaz ait inventé. La preuve en est, c'est que quand il publie le mémorial de Sainte-Hélène, les noms propres, certains noms propres, il n'y a que l'initiale. Et ensuite, c'est des points de suspension pour on identifier assez facilement, mais il s'est bien gardé de le faire. Ce qui vous montre qu'au fond, le mémorial Sainte-Hélène, le document que l'on a trouvé, bon, certes, ce n'est pas le livre, et le livre lui-même est censuré, et donc il y a des propos prêtés à Napoléon. Il faut bien comprendre que le mémorial Sainte-Hélène sort en 1823, alors que beaucoup d'acteurs de la période sont encore en vie. Alors Talleyrand, c'était point de suspension. Murat, Ney, bon, Murat est très maltraité dans le mémorial, mais il est mort. Ney et quelques autres. Fouché est mort. Mais il y en a qui vivent encore. Donc, il y a des points de suspension, on se garde de dire, même si Napoléon accable Marmont, et pour cause, bon, Lascaz fait attention, mais il ne peut pas publier tout, et ce qui vous explique pourquoi il y a des différences entre le manuscrit original et les différentes éditions, car il y a l'édition du mémorial de 1823, il y a l'édition de 1824, il y a l'édition de 1830, il y a une édition de 1831, il y aura une édition de 1840, et il y aura souvent des modifications, des rajouts. On a aussi au début, dans la première édition, critiqué Lascaz parce qu'il écrivait mal, il faisait des répétitions, etc. Donc il a modifié le mémorial. Marcel Dunon, qui a donné la meilleure édition, jusqu'à ce que nous ayons
évidemment l'édition de Thierry Lenz, qui a donné la meilleure édition du mémorial dans les années 47-48, a utilisé l'édition originale, et puis là où il y avait des points de suspension, il a mis entre parenthèses le nom, et il a indiqué les coupures ou les rajouts dans cette édition qui reste la meilleure édition du mémorial la plus fiable jusqu'à maintenant. Il y a eu aussi un premier manuscrit en 1817, le fameux manuscrit venu de Sainte-Hélène, d'une manière inconnue, qui a quand même connu un succès. Oui, alors ça, c'est un ouvrage qui a circulé longtemps, qui paraît en 1817, sans auteur indiqué, et qui a été immédiatement interdit et qui a circulé clandestinement. Et vous le savez, c'est ce qui a déclenché une véritable catastrophe. Malraux, à qui on avait communiqué une copie manuscrite de ce manuscrit venu de Sainte-Hélène de manière inconnue, a dit « Nous avons retrouvé les vraies mémoires de Napoléon. » Et il a demandé à Gallimard de les publier. D'où grand embarras. Pierre Nora, qui était chez Gallimard à ce moment-là, il faisait quand même un certain doute. J'ai été consulté, comme d'autres, et je dis, mais en lisant le texte, parce qu'on a le texte, c'est le manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. Et il est arrivé encore, il n'y a pas si longtemps que ça, que quelqu'un m'appelle en disant, monsieur, j'ai trouvé dans des papiers de famille les mémoires de Napoléon. Ah, je peux vous garantir, ce sont les mémoires de Napoléon, il dit « je », et puis vraiment, l'écriture, le papier, tout vraiment montre que ce sont les mémoires de Napoléon. Je vous demande surtout de ne pas les bruiter, de ne pas le dire à Hérodote, de ne pas le dire à France Inter, et je pense que je tiens là une bombe, parce que ce qu'il dit est extrêmement passionnant, intéressant, etc. Et en réalité, je vais essayer de leur dire, mais oui, c'est le papier est authentique, oui, l'écriture est authentique, mais c'est le manuscrit d'une certaine manière inconnue qui a été recopié par des bonapartistes pensant que c'était vraiment les mémoires de Napoléon qui donc les ont recopiés, qui ont circulé, et on en trouve, vous en trouverez encore peut-être dans certaines familles cachées, parce que c'était interdit. Et donc, mais non, le manuscrit de Sainte-Hélène. Alors, de qui était-il? Maintenant, les historiens tendent à l'attribuer à Lulin de Châteauvieux, un ami de Madame de Staël qui aurait fait ce pastiche, mais qu'il n'a pas avoué lui-même. C'est formidable l'histoire des pastiches dans l'histoire, justement. Et effectivement, le manuscrit, d'une certaine manière inconnue, est peut-être quand même moins bon que le mémorial. Non, quand même. Mais enfin, aurait pu être le mémorial. Est-ce qu'on peut dire avec le mémorial que Napoléon est devenu à ce moment-là un personnage romantique? C'est le héros romantique par excellence. C'est le personnage qui a connu la gloire et qui connaît la défaite parce qu'il fait rêver, il a tout. Il parle des femmes, il parle de ses conquêtes, il parle de ses victoires, etc. Donc, c'est un personnage qui va... Alors qu'en 1815, c'est la légende noire qui triomphe, c'est-à-dire ce sont les pamphlets, j'avais publié ces pamphlets dans l'Anti-Napoléon, c'est un Napoléon, Néron, Attila, Gengis Khan, l'homme qui a conduit la France au désastre, etc., et d'une cruauté inimaginable, etc. Et là, voilà que tout à coup, il devient un héros sublime et malheureux. Oui. Il parle même du suicide, comme Werther. Donc c'est vraiment le héros romantique par excellence qui va faire rêver. Et dont, en 1840, lors du retour des cendres, Victor Hugo trépigne. Et il est là, il assiste avec Juliette Drouet, qui dit « J'ai assisté au retour d'un homme avec un aussi grand homme », qui est Victor Hugo. Les pages extraordinaires de Juliette Drouet sur le retour des cendres sont... Mais tous les romantiques s'emballent. Stendhal, qui au début était un peu... Il a servi Napoléon en 1804-1805, il n'est pas très chaud. S'enthousiasme. Écoutez, les romantiques, Lamartine, Géricault, Vigny, sont derrière Louis XVIII en 1815 quand il s'enfuit à Gand. Bien sûr. Rappelez-vous la Semaine sainte d'Aragon, rappelez-vous c'est avec le grand ermitaire, rappelez-vous les mémoires de Lamartine. Ben, tous ces gens-là
repasse maintenant, parce que bon, c'était pitoyable, l'échappée de Gand, tandis que Napoléon, il prend avec le mémorial qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas les batailles de Napoléon, il ne connaissait pas les victoires de Napoléon. La censure n'en parlait plus, on n'en parlait plus. Quand Napoléon meurt en 1821, Talleyrand dit ce n'est plus un événement, c'est une nouvelle. Donc tout le monde l'avait oublié, et tout à coup, le mémorial vous fait ressurgir Austerlitz, Iéna, Eylau, et même Waterloo. Donc ça prend une dimension extraordinaire dans un contexte piteux. Évidemment. Alors ça ne servira pas à Napoléon II, mais ça servira à Napoléon III. Alors ça, c'est autre chose. Ça servira à Napoléon III, et c'est ce qui va perdre Napoléon III. C'est ce qui va perdre Napoléon III, parce que Napoléon III va lire le mémorial, va en faire son livre de chevet. Il va lire que Napoléon a fait l'unité italienne, voulait faire l'unité italienne, et voulait faire l'unité allemande. Et alors tout ça, c'est de la propagande. C'est vrai que Napoléon a simplifié la carte de l'Allemagne, mais à son profit, dans une confédération du Rhin qu'il domine. C'est vrai que la carte de l'Italie a été simplifiée, mais si vous regardez de bout en bout, tout est, sauf la Sicile, sous domination napoléonienne. Et donc, Napoléon III ne va pas comprendre ça, il va puiser cette politique absurde de défense des nationalités, et donc conduire la politique extérieure de la France au désastre, à cause du mémorial. La première biographie de Napoléon, c'est Arnauld, à sa mort, mais il y a une censure, vous ne pouvez pas, et la domination, n'oubliez pas la Terreur blanche, n'oubliez pas que Brune est massacré, que Ney est fusillé, que Labédoyère est fusillé. Donc, non, détrompez-vous, que Fouché est disgracié, que Talleyrand lui-même ne peut pas se maintenir au pouvoir. Le ministère Talleyrand-Fouché est balayé par la Chambre ultra. Donc, il n'est plus question. Alors que ce ministère Talleyrand-Fouché, c'était admirable. C'est le meilleur ministère de notre histoire. Si vous songez que vous avez Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, quel meilleur diplomate, Fouché, ministre de la Police, quel meilleur policier, Gouvion-Saint-Cyr à la guerre, le meilleur des maréchaux de Napoléon. Simplement, il a toujours combattu en dehors du regard de Napoléon, c'est qu'il n'est jamais sur les grands champs de bataille, mais il était un excellent. L'abbé Louis, devenu baron Louis, aux finances, mais c'est lorsqu'il s'y connaît. Cette vieille girouette de Pasquier, venue des parlements du XVIIIe siècle, ministre de la Justice. Et à l'intérieur, on n'avait pas trouvé, parce que Richelieu s'était défilé, Barante, l'auteur des Ducs de Bourgogne, trouvez-moi un ministère meilleur dans notre histoire, de gens qui ont cette envergure. Eh bien, ils seront balayés par la Chambre ultra, parce qu'il y a cette réaction anti-napoléonienne. Et si ensuite, en 1825, Talleyrand et Fouché avaient constitué un ministère, alors là, peut-être ça aurait marché avec toutes ces vieilles gloires, Louis, Gouvion-Saint-Cyr, Pasquier et autres. Quelle raison on pourrait donner aujourd'hui aux lecteurs d'Hérodote.net de relire ou de lire le mémorial de Sainte-Hélène ? Eh bien, Napoléon leur a fourni l'argument publicitaire. Vous savez, quand un livre paraît, il y a toujours une bande qui annonce l'intérêt du livre. Eh bien, Napoléon le dit, il le dit dans le mémorial, même si ce n'était pas dans le manuscrit original, il dit « Quel roman que ma vie !» Eh bien, vous allez lire le roman de Napoléon, et ça commence d'emblée par les dictées de Napoléon sur les origines, sur le siège de Toulon, et vous allez aller jusqu'au bout, et vous allez découvrir le destin de Napoléon, raconté par lui-même, et surtout raconté par Lascaze, qui embellit encore les choses, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'histoire et vous avez l'épopée. Vous avez Tite-Live et vous avez Homère. J'imagine que tous les cinéastes, après, qui vont faire des films sur Napoléon, se basent sur le mémorial. Oui, le nombre de films, l'un des meilleurs étant Monsieur N d'Antoine de Caunes, avec simplement cette erreur fatale au film d'Antoine de Caunes, c'est de l'avoir appelé Monsieur N. Il fallait l'appeler Monsieur Napoléon. Bien sûr. Mais c'est curieux, d'ailleurs, on sait pourquoi il l'a appelé comme ça. Parce qu'il n'a pas voulu, il a voulu piquer la curiosité. Mais réfléchissez à une chose. Si la mère de Napoléon, Madame Laetitia, quand on est son deuxième rejeton, l'avait appelé Ernest, vous imaginez aujourd'hui si
Hippocrate, si Hérodote consacrait une émission à Ernest Ier. Oui. Non, c'est ça, le génie de Madame Laetitia. C'est elle la véritable auteure du mémorial. Elle ne dit pas « Tiens, il s'appellera Ernest ». Elle dit « Il s'appellera Napoléon ». Pourquoi Napoléon? Ce nom, prénom qui n'était absolument pas courant. Elle dit Napoléon et elle invente la légende. C'est formidable. Pourquoi le mythe du sauveur en France constamment, jusqu'à encore aujourd'hui, on l'entend Parce que on savait d'emblée, dès le début de la Révolution, que celle-ci se terminerait par un général. C'était le parallèle avec la Révolution anglaise, Charles Ier, la tête coupée, Cromwell, la dictature de Robespierre, et Monk rétablissant Charles II. Donc, il y avait cette idée que un général terminerait. Alors, il y a eu toute une série de généraux. Il y a eu Lafayette, il y a eu Dumouriez, il y a eu Pichegru, qui ont cru qu'ils allaient terminer la Révolution, et c'est finalement Bonaparte qui la termine. Et pourquoi le mythe du sauveur? Parce que nous sommes en 1799 dans une situation dramatique. La France est menacée par la coalition des puissances européennes. Elle vient de faire la banqueroute des 2/3. L'autorité s'en va parce que les Thermidoriens ont grand talent, mais ils n'ont pas de véritable chef. Le brigandage est partout. C'est l'anarchie. On a l'impression que la France est au bord de l'abîme. Elle a été au bord de l'abîme avec la guerre de 100 ans, avec la lutte entre les Bourguignons et les Armagnacs, et paraît Jeanne d'Arc. Elle a été au bord de l'abîme avec les guerres de religion qui ont été terribles entre catholiques et protestants, et paraît Henri IV qui met fin. Elle a été au bord de la catastrophe avec donc la Révolution française, cette division de France, et paraît un sauveur. Et cela continuera. Je n'énumérerai pas les autres sauveurs, parce qu'il y en a qui sentent un peu le souffle, mais enfin, la France s'est toujours tirée d'affaire avec un sauveur, et donc nous attendons un sauveur, et nous attendons un nouveau mémorial de Sainte-Hélène. Merci infiniment, Jean Tullard. Merci infiniment.